Il n'y avait eu aucune perturbation majeure de la chaîne alimentaire de Kepler 442c au cours de ces presque 4 milliards d'années d'existence raisonnable. C'est vraiment apprécié. La plupart des cynobiologistes décriraient l'écosystème de la planète comme élégamment simple. Il était dans un état d'équilibre délicat avec les prédateurs supérieurs connaissant leur position et les espèces de proies connaissant leur travail, et tout allait à merveille jusqu'à ce que la mort terrible arrive. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était l'incarnation de l'efficacité naturelle, le genre de choses qui aurait dévasté Darwin. Bonheur en supposant que Darwin ait encore les structures glandulaires nécessaires et ne soit pas décédé depuis quelques siècles. Le chef-d'œuvre évolutif a atteint son apogée avec les crocs de l'ombre. Ils avaient toutes les caractéristiques d'un prédateur suprême, y compris une hauteur d'environ 8 pieds à 4 pattes et une musculature qui donnait l'impression que leur concepteur avait pris le terme « machine à tuer » un peu trop littéralement. Ils avaient également des griffes acérées, des dents capables de déchirer le blindage des coques, et un problème mental qui a été affûté par d'innombrables générations de chasses fructueuses. Ils s'étaient adaptés pour être pratiquement indétectables pendant les fréquentes conditions de crépuscule de la planète, en développant une fourrure de couleur obsidienne foncée qui semblait absorber la lumière au lieu de la réfléchir. Il semblait que la nature avait investi une grande quantité d'énergie dans le développement du prédateur idéal. Bien que les pouvoirs physiques des crocs de l'ombre soient impressionnants, c'est leur intelligence qui les rendait vraiment mortels. Les crocs de l'ombre n'étaient pas des prédateurs suprêmes ordinaires. Au contraire, ils avaient maîtrisé des tactiques presque tactiques par nature, y compris la coordination de meute, la manipulation du terrain et la flexibilité cognitive pour ajuster leurs méthodes en fonction de la proie qu'ils chassaient. Cela a. Pendant une période prolongée, leur capacité physique exceptionnelle et leur perspicacité stratégique les avaient propulsés au sommet de la pyramide alimentaire de Kepler 442c. Cependant, ils ont commis l'erreur initiale de penser que c'était leur position inhérente et permanente dans le cosmos. 12 étaient membres de la meute, qui avaient revendiqué les territoires du Canyon Nord, et Vorak se distinguait parmi eux tous. Comme c'est la coutume chez les crocs de l'ombre, Borak est devenu chef en prouvant qu'il était un tueur inégalable. Il est resté au sommet vous l'avez deviné, restant au sommet en termes de meurtre. Il était le summum du développement de crocs d'ombre à 37 cycles. Hautement compétent, expérimenté et dégageant l'assurance qui accompagne une vie de rencontre sans adversaire redoutable. Le lieutenant Nexira a perfectionné ses compétences dans ce que d'autres races pourraient appeler l'analyse stratégique ou, comme le disent les crocs de l'ombre, trouver les moyens les plus efficaces d'éliminer les ennemis. Elle avait un talent remarquable pour déterminer où ses proies étaient vulnérables, anticiper leurs mouvements et planifier des attaques qui seraient à la fois efficaces et sûres pour la meute. Le pack du Canyon du Nord qu'elle avait dirigé avait un taux de succès de chasse presque mathématiquement ridicule. En termes d'efficacité, ils étaient de loin supérieurs à tous les autres prédateurs de la Terre. Ce bilan exceptionnel avait encouragé un sentiment de supériorité professionnelle que les philosophes pourraient caractériser comme une arrogance existentielle. Les crocs de l'ombre semblaient prendre la chasse pour acquise maintenant qu'ils étaient si habitués à être au sommet de la chaîne alimentaire. Ce n'est pas un hasard cependant. Les prédateurs qui n'étaient pas prudents mouraient généralement rapidement, mais ceux qui étaient sûrs d'eux commençaient à voir la chasse comme un passe-temps plutôt qu'un moyen de subsistance. Ils avaient pris un tel intérêt pour les nouveaux venus à cause de cette attitude. L'habitation humaine est apparue pour la première fois il y a environ 3 mois. Plusieurs bâtiments préfabriqués étaient apparus dans le canyon inférieur, avec une facilité apparente digne d'une technologie hautement développée et d'une préparation méticuleuse. Au début, les crocs de l'ombre pensaient que ces étrangers seraient une distraction amusante, mais ils se sont avérés être tout sauf cela.
Le processus de chasse était toujours plus excitant lorsque de nouvelles espèces de proies étaient introduites. Néanmoins, quelque chose de déconcertant avait été découvert lors des premières observations. Les humains quittaient rarement les environs immédiats de leur colonie, et aux rares occasions où ils le faisaient, ils voyageaient en grands groupes, chacun portant un objet métallique bizarre qui ne semblait avoir aucun but biologique clair. De nombreuses discussions avaient éclaté au sein du groupe à la suite de cette conduite. Les espèces de proies, qui étaient si hyper conscientes de la présence des prédateurs, avaient soit de fortes défenses, soit avaient appris à leurs dépens à avoir peur de leur environnement naturel. Mais les gens ne montraient aucun signe d'avoir des armes ou d'être nerveusement hyper vigilants, qui sont les caractéristiques d'une proie vraiment inquiète. Les crocs de l'ombre, en revanche, trouvaient leur comportement à la fois fascinant et plutôt insultant. Ils semblaient garder une attention calme, qui trahissait la confiance plutôt que la peur. Après mûre réflexion, Vorak en est venu à la conclusion que les humains n'étaient rien de plus qu'une espèce qui, pour compenser son manque flagrant de compétences physiques, avait développé l'utilisation sophistiquée d'outils. Les preuves semblent soutenir cette théorie. Ils étaient évidemment sans défense car ils n'avaient aucune arme naturelle évidente, y compris des griffes, des dents, etc. Ils semblaient vulnérables en raison de la finesse de leur peau. Leurs descendants semblaient naître dans un état d'impuissance qui durait une période embarrassante, et ils se déplaçaient avec la démarche maladroite de créatures qui n'étaient pas adaptées au terrain difficile. Toute mesure équitable du temps évolutif aurait prédit leur extinction en une génération. Le fait qu'ils aient réussi à rester en vie assez longtemps pour créer le vol spatial a encore renforcé la conviction du groupe que les humains illustraient comment la technologie pouvait compenser les lacunes inhérentes. À la fin, les Crocs de l'ombre ont déterminé que cette espèce avait atteint le sommet de sa chaîne alimentaire par des tactiques de manipulation plutôt que par la sélection naturelle. Leur deuxième erreur serait cette évaluation. Lors de la patrouille territoriale de routine de Vorak, le matin où les membres restants de la meute se souviendraient, comme le jour où tout a mal tourné, il remarqua quelque chose qui éveilla ses instincts de prédateur. Ils étaient 2 adultes et 2 enfants, et ils se dirigeaient tous vers le point le plus escarpé des parois du canyon. En raison de leurs mouvements coordonnés et de leur posture protectrice autour des plus petits animaux, il était évident que les adultes étaient en lien de reproduction. L'homme avait un physique mince qui trahissait son endurance plutôt que sa force et il mesurait environ 6 pieds de haut. Il marchait avec l'assurance tranquille de quelqu'un à l'aise sur un terrain accidenté et sa coupe de cheveux courte et pratique donnait l'impression qu'il privilégiait la fonction à la forme. La femme était presque aussi grande que lui. Ses mouvements démontraient également un niveau de compétence fluide qui indiquait un entraînement intensif en plein air. Ces jeunes étaient évidemment des descendants. Ils étaient clairement les descendants des adultes en se basant sur leurs caractéristiques physiques et leur schéma de démarche. À l'âge de 12 cycles, le juvénile avait commencé à prendre la forme allongée qu'il aurait en tant qu'adulte. Les plus jeunes, qui n'avaient que 8 ou 9 cycles, avaient la carrure compacte d'un enfant mais montraient une coordination qui trahissait leur maturation rapide. Mais ce n'était pas l'unité familiale qui avait piqué l'intérêt de Vorak. Bien que leur lieu de repos final soit inconnu, les unités familiales étaient courantes parmi les espèces de proies. Ils étaient sur le point de faire face à l'un des terrains les plus périlleux de tout le territoire, un morceau de paroi de canyon. Des falaises verticales interrompues par de minces corniches, exposées à des courants de vent qui pourraient facilement faire tomber une créature de la falaise, et des pierres détachées qui pourraient tomber à tout moment. Tout observateur impartial pouvait voir que c'était le genre d'endroit où des prédateurs rationnels ne s'aventureraient jamais volontairement. Cependant,
Cette famille humaine s'en approchait de front avec un sens apparent de but et une idée claire de ce qu'il faisait. L'habituel frisson d'excitation avant une bonne chasse envahit Vorak. Il était évident que ce serait extraordinaire. Pour coordonner leurs actions sans attirer l'attention indésirable, il a activé le réseau de communication du groupe qui fonctionnait sur une fréquence subsonique. Nexura et 4 autres membres de la meute, qui étaient en patrouille séparée, le rejoignirent rapidement. Les 6 autres étaient dispersés dans la zone, mais ils pouvaient être rapidement appelés si nécessaire. Vorak signala pour attirer l'attention, en direction de la famille humaine. 4 spécimens, dont 2 juvéniles. À dessein, ils semblent s'aventurer en territoire dangereux. Nexura examina la situation comme si elle était une experte dans son domaine. Évaluation du comportement. Soit ils sont bien plus compétents que les premières impressions ne le laissent croire, soit vous allez assister à un cas spectaculaire d'évolution à l'œuvre. Examen de la conséquence probable. Wulfak voulait savoir. Les adultes pourraient avoir suffisamment de contrôle pour passer les premiers niveaux. Nexira répondit son ton trahissant son scepticisme à ce sujet. Malheureusement, les enfants ne sont pas encore physiquement assez matures pour affronter un tel terrain. Soit ils essaieront de continuer, mais finiront par avoir besoin d'être secourus, soit ils fuiront lorsqu'ils rencontreront le premier obstacle majeur. Dans les 2 cas, vous trouverez d'excellents endroits pour chasser. En groupe, ils ont pris des positions de cachette. Leur dissimulation inhérente les rendant presque indétectables dans les ombres projetées par les parois du canyon. Leur force était clairement en évidence dans ce scénario particulier. Ils étaient en position idéale pour voir la chute inévitable de l'humain et réagir de manière appropriée, ayant patiemment observé la proie, puis intervenant stratégiquement au sommet de sa vulnérabilité. Au lieu de cela, ils virent Marcus, dont ils ne pouvaient pas déterminer l'identité, commencer à retirer ce qui semblait être une variété de matériaux synthétiques des conteneurs qu'il avait utilisés pour les transporter. La face de granit était minutieusement examinée par Helena, qui semblait chercher quelque chose de spécial. Elle sentait la surface de la pierre avec le bout de ses doigts, vérifiant la stabilité des prises et des rebords. Les crocs de l'ombre observateur étaient perplexes par ces mouvements délibérés et précis qui révélaient qu'elle était bien versée dans l'escalade de terrains verticaux. Par la suite, l'étude de l'équipement a révélé que sa voix exprimait une pointe de perplexité professionnelle. Même si leur fonction reste un mystère, les matériaux synthétiques semblent avoir été fabriqués dans un but précis. Il semble que la femelle évalue la structure de la paroi rocheuse en fonction de son comportement. Pourquoi cette évaluation est-elle menée? Vorak était curieux. Qui sait? Son approche implique une familiarité avec de tels environnements, mais ses limitations physiques devraient l'empêcher de progresser de manière substantielle dans un environnement vertical. Avec une curiosité croissante, la meute observait Marcus commencer à disposer les outils énigmatiques en motif. Des objets métalliques de dimensions et de formes variées, accompagnés de morceaux de corde souples, dépassaient des conteneurs. Certains semblaient appartenir à la corde, tandis que d'autres semblaient plutôt appartenir à la roche. Comme si ce n'était pas leur premier rodéo, avec ces matériaux, les mineurs Zara et Théo avaient commencé à examiner l'appareil par eux-mêmes. Zara, la plus âgée des 2 juvéniles, ne semblait pas avoir de difficultés avec les gadgets métalliques, tandis que Théo, le plus jeune, semblait apprendre à utiliser les câbles flexibles en y fixant toute son attention. Selon l'évaluation révisée de Nexira, les juvéniles semblent connaître l'équipement, ce qui suggère qu'ils y sont déjà allés. Les adultes, en revanche, se comportent de manière systématique plutôt qu'exploratoire. « Préparation pour quoi ?» dit Bork. Même s'il commençait à s'inquiéter de ne pas aimer la réponse inconnue, avoua Nexira,
Leur schéma de comportement suggère qu'ils ont l'intention de tenter une progression verticale malgré des limitations physiques évidentes. À ce moment-là, Marcus commença à fixer l'un des dispositifs métalliques à son corps, l'ajustant avec une telle précision qu'il semblait qu'il s'y était entraîné depuis longtemps. C'était comme si les humains se préparaient à quelque chose impliquant le terrain vertical, mais leur approche semblait dépendre uniquement de l'augmentation artificielle plutôt que de la capacité naturelle, alors qu'Helena suivait l'exemple et commençait ensuite à aider les jeunes avec des versions plus petites du même équipement. Les crocs de l'ombre observaient cette procédure avec la fascination des prédateurs observant un comportement de proie vraiment bizarre. La situation était semblable à celle de créatures dépourvues d'ailes essayant de voler par obstination technologique. Bork voulait une évaluation tactique. Combien de temps devons-nous laisser ce processus se dérouler? Nexira a suggéré de surveiller jusqu'à ce qu'ils essaient de progresser, ce qui échouera inévitablement, mais créera des conditions de chasse idéales. S'ils nous surprennent par leurs compétences, nous pourrons ajuster notre stratégie. Le groupe se préparait à ce qu'il pensait être une courte mais divertissante démonstration des limitations de la compensation technologique, mais ce qu'ils allaient revoir allait complètement réfuter toute leur présomption sur la connexion entre la capacité inhérente et l'amélioration artificielle. Helena avait fini de préparer son équipement et s'approchait maintenant avec désinvolture et confiance de la paroi rocheuse. Elle a choisi quelques prises, s'est assurée qu'elles étaient stables et a commencé à grimper avec des mouvements efficaces et fluides qui trahissaient son expérience étendue dans les environnements verticaux. Ces mouvements étaient si fluides que les crocs de l'ombre étaient légèrement surpris alors qu'elle montait régulièrement vers le haut. Elle a atteint une corniche à environ 20 pieds au-dessus du sol, a fixé l'un des dispositifs métalliques à la roche, puis a connecté son cordon flexible à celui-ci de manière compliquée, qui avait clairement un but. C'était une mise à jour de l'analyse comportementale. Vorfak a demandé quel était le niveau de menace, et Mexer a répondu d'un ton moins certain qu'avant, en disant que la femelle montrait une compétence surprenante dans la navigation en terrain vertical. Ces schémas de mouvement indiquaient également qu'elle avait une vaste expérience préalable. Nexira a noté que son ton suggérait qu'elle révisait ses évaluations. Il semble que ses capacités se limitent à la navigation sur le terrain. Alors que Marcus commençait sa propre ascension, imitant la compétence fluide de son compagnon, il était manifestement impliqué dans une sorte d'instruction, appelant des observations et des techniques aux juvéniles en dessous. Et il n'y avait aucun signe d'application défensive ou offensive. Faites attention à l'emplacement de vos pieds, conseilla-t-il, sa voix résonnant dans l'air tranquille du canyon. Tes pieds vont supporter la majeure partie de ton poids. Alors choisis des prises solides et teste-les avant de transférer tout ton poids. Zara hocha la tête sérieusement, visiblement absorbée par ses mouvements. Et quand tu ne peux pas voir où poser tes pieds, tu tâtes d'abord avec tes orteils, demanda Helena en descendant de sa position. En utilisant votre sens du toucher, localisez la prise, puis testez-la lentement avant de mettre votre poids dessus. Théo leva la main comme un élève en classe demandant « Et si la roche se casse ?» Marcus répondit en pointant les dispositifs métalliques qu'Helena avait placés. C'est pourquoi ils utilisent des protections. Ce n'était pas une navigation hasardeuse sur le terrain. C'était une instruction méthodique sur les techniques de progression verticale. Si les choses tournent mal, la corde et les ancrages vous rattraperont. Cependant, la meilleure tactique est de choisir des prises solides dès le départ. Les crocs de l'ombre échangèrent des regards qui avaient l'équivalent prédateur de sourcils levés. Il semble que ce soit plus un exercice d'entraînement qu'une exploration occasionnelle. Les jeunes apprennent des compétences avancées de navigation sur terrain. Vorak voulait savoir ce que cela signifiait, et c'est incertain.
mais potentiellement problématique. Nexira annonça cela d'une voix qui portait une note de préoccupation professionnelle. La découverte était extrêmement perspicace, mais la meute ne comprendrait pleinement ses conséquences que bien plus tard. Les espèces qui enseignent à leurs jeunes des tactiques de survie compliquées ont généralement soit de fortes contraintes environnementales, soit une excellente pensée tactique. Avec sa démonstration terminée, Helena a commencé à descendre en rappel le long de la falaise de manière contrôlée, ce qui montrait qu'elle n'était pas étrangère au transport assisté par la gravité. Elle a atterri silencieusement à côté des jeunes qui n'ont pas perdu de temps à préparer leur équipement pour leur propre tentative. Elle a souligné que l'escalade nécessite plus que de la force physique. Elle exige également la capacité à résoudre des problèmes. Trouve le chemin qui utilise le moins d'énergie, pas celui qui est immédiatement apparent. Zara se dirigea avec enthousiasme vers la paroi rocheuse, et après avoir soigneusement étudié les prises de main qu'Helena avait utilisées dans sa démonstration, elle commença à grimper. Elle testait prudemment chaque prise avant de mettre son poids dessus et à mesure qu'elle s'y habituait, ses mouvements devenaient plus assurés. Les crocs d'ombre observaient ce changement avec une perplexité croissante. Les jeunes animaux, proies, étaient généralement les membres les plus vulnérables de tout groupe. Ils étaient facilement effrayés, n'avaient aucun contrôle moteur et dépendaient uniquement de leurs parents pour leur protection. Une anomalie comportementale a été identifiée lorsque Nexira a noté qu'un jeune humain montrait des signes d'une confiance et d'une coordination inhabituelles sur un terrain difficile, ce qui pourrait être une indication d'un développement avancé ou le résultat d'un entraînement intensif. Malgré cela, le jeune se comportait de manière compétente. Vorak voulait savoir ce que cela signifiait pour les implications de l'entraînement, mais il commençait à se sentir mal à l'aise avec la réponse. Les espèces qui dépensent beaucoup d'argent pour entraîner leurs jeunes à des choses dangereuses doivent généralement faire face à des pressions environnementales qui exigent ces compétences pour la survie, ou elles pourraient se préparer à s'étendre agressivement dans de nouveaux territoires, selon Nexira. Théo a commencé sa propre ascension, se déplaçant avec la concentration délibérée d'un novice, mais manifestement bien versé dans les fondamentaux. Ses mouvements étaient moins fluides que ceux de ses sœurs, mais il montrait la même compétence sous-jacente qui indiquait que ce n'était pas sa première rencontre avec un terrain escarpé. D'en bas, Marcus criait constamment des instructions, des mots d'encouragement et des conseils techniques comme « Bonne prise, Théo ». Tu vois comment cette corniche est légèrement inclinée vers l'intérieur. Cela va te donner une meilleure prise que quelque chose de complètement plat. Théo appela Marcus maintenant sa position en attendant une explication et Marcus la lui fournit dûment. Alors que le groupe commençait à réaliser qu'il était témoin de quelque chose de bien plus complexe que la simple navigation sur le terrain, ils ont découvert qu'une prise légèrement inclinée permettait à leurs doigts de s'accrocher plus solidement, tandis qu'une texture rugueuse augmentait la friction. Les prises lisses et plates nécessitaient une force de préhension pure, ce qui devient rapidement épuisant. Le mâle adulte montre des capacités d'enseignement qui indiquent une connaissance technique substantielle et la minutie systématique avec laquelle il enseignait des techniques de survie avancées suggérait qu'il avait une vaste expérience et qu'il avait planifié à l'avance. Nexer a annoncé qu'une réévaluation du niveau de menace était nécessaire et son ton portait désormais une inquiétude évidente. Suggestion. Vorak était curieux. Nexura répondit bien que son ton trahissait son manque de confiance totale dans cette approche. Les réponses des juvéniles montrent des signes de développement cognitif avancé. Les membres survivants de la meute se souviendraient de cette admission comme du moment où leur confiance a commencé à vaciller.
Après tout, ils étaient des prédateurs de pointe et toute leur identité reposait sur leur capacité à évaluer avec précision et à éliminer efficacement les proies. Mais il est important de considérer la possibilité que notre évaluation initiale des capacités humaines ait pu être incomplète. Zara plaçait prudemment, mais avec assurance, sa propre protection sur la même corniche qu'Elena avait utilisée plus tôt, démontrant qu'elle comprenait les exigences techniques et les implications de sécurité d'un placement correct de l'ancrage. « Comment savoir si c'est solide ?» demanda-t-elle en descendant ses mouvements, trahissant sa compréhension des conséquences potentiellement dangereuses et professionnellement embarrassantes de leur mauvaise communication. Cria-t-elle ses mouvements, trahissant sa compréhension des conséquences potentiellement embarrassantes et dangereuses de leur mauvaise communication professionnelle. Tant que tu as encore le contrôle, tu veux savoir si ça va échouer. Théo devait faire un mouvement difficile, une extension qui l'obligeait à transférer son poids sur des prises qu'il ne pouvait pas tester complètement à l'avance, alors Elena a répondu « Teste-le progressivement ». Elle lui a dit de mettre un peu de poids, puis plus, et enfin, tout le poids de son corps. Comme s'ils attendaient le moment où les limites humaines seraient révélées, les Crocs de l'ombre observaient, avec un œil prédateur, alors que Théo exécutait le mouvement avec une précision chirurgicale, affichant une technique qui aurait dû prendre des années à perfectionner une connaissance du positionnement du corps et de la répartition du poids. Nexa a fait un rapport sur l'analyse, sa voix trahissant clairement son inquiétude. Les jeunes montrent une compétence technique qui dépasse nos paramètres d'évaluation initiaux. Leur courbe d'apprentissage indique soit une capacité cognitive exceptionnelle, soit un conditionnement préalable intensif. Vorak s'est renseigné sur leur exposition antérieure. Il a terminé la séquence et a continué à monter sa confiance, grandissant à chaque prise réussie. Très probable. Leur familiarité avec l'équipement et les techniques suggère qu'il s'agit plutôt d'une continuation de leur entraînement précédent que d'une instruction initiale. À ce moment-là, Marcus a commencé sa propre ascension, mais il a opté pour une ligne plus difficile qui exigeait une technique avancée et une capacité physique considérable plutôt que de suivre la route qu'Elena et les jeunes avaient empruntée. « Regardez comment je place mon pied ici !» cria-t-il, s'arrêtant à une section particulièrement difficile, démontrant le genre de compétence inconsciente qui vient de plusieurs années de pratique. Cependant, ce qui attira vraiment l'attention des Crocs de l'ombre n'était pas son habileté individuelle, mais plutôt son instruction continue des jeunes. Vous pouvez voir que je n'essaie pas de poser toute ma semelle sur la prise, mais seulement l'extérieur de mon pied. Zara montrait clairement de l'intérêt à étudier sa méthode, car la précision peut parfois surpasser la surface. C'est sûrement pour cela que vous trébuchez plutôt que de planer. Juste au moment où il discutait du schéma de mouvement, Marcus le montra au public. Voici la voie montrée par la roche. Pour le comprendre, il faut le lire avec précision. Dans la plupart des cas, les choses deviennent plus difficiles qu'elles ne devraient l'être lorsque l'on insiste sur une route directe, tout en combattant la roche. Alors que la meute continuait à observer, il est devenu clair que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Des espèces de chasseurs-cueilleurs qui n'étaient pas seulement dotés de talents extraordinaires, mais qui enseignaient aussi systématiquement ces compétences à leurs jeunes. Les notions fondamentales sur la relation prédateur-proie étaient remises en question par ce type de comportement qui impliquait un niveau de planification et de prévoyance, mise à jour sur l'évaluation des menaces. Nexira fit une annonce, sa voix maintenant clairement alarmante. Ces animaux semblent être une espèce bien plus capable que ce que les recherches préliminaires suggéraient, basées sur les schémas de comportement observés. Leur style d'entraînement met en évidence leur pensée tactique exceptionnelle et leur capacité à se préparer à l'avance. Vorak voulait des conseils de chasse,
mais ils commençaient à penser que leur tactique habituelle pourrait nécessiter beaucoup de modifications. Une attention est nécessaire, a averti Nexira. En général, les talents défensifs sont présents chez les espèces qui ont développé des méthodes d'entraînement sophistiquées. Je conseillerais de les surveiller jusqu'à ce que nous ayons une bonne idée de toute leur gamme de capacités avant de les contacter. Aucun de nous n'aurait pu prévoir l'impact qu'aurait cette suggestion. Elena semble établir un système d'ancrage compliqué avec de nombreux points d'attache après avoir terminé un parcours plus difficile. Sa dextérité et sa rapidité donnaient l'impression qu'elle avait effectué cette opération ad nauseam. Elle a éclairé les jeunes sur les ancrages multipoints. Plusieurs pièces de protection doivent être utilisées pour répartir la charge. Même si un composant défaillait, le système dans son ensemble reste intact. De là où il se trouvait, Théo jeta un coup d'œil vers le haut. Quel est le nombre de points requis? Marcus a dit que cela dépend des circonstances. Maintenant qu'il a terminé son propre parcours, il collabore avec Elena. 2 est le strict minimum, 3 est la norme, et 4 sont nécessaires pour des plans particulièrement ambitieux ou lorsque la qualité de la roche est douteuse. Quelle est l'étendue d'une ambition? Elle était curieuse, Zara. Est-ce que quelque chose augmente substantiellement la possibilité de défaillance du système et ses répercussions? Oui, dit Elena. Descente plus longue, scénario de sauvetage plus difficile ou des circonstances où une panne d'équipement pourrait entraîner un effet domino d'autres problèmes. Il devenait de plus en plus clair pour les Crocs de l'ombre qu'ils assistaient à des leçons de stratégie tactique sophistiquées. Les gens ne se contentaient pas de guider leurs jeunes enfants à travers des paysages difficiles. L'évaluation des risques, la planification des contingences et le développement de réponses systématiques à des situations compliquées figuraient parmi les compétences qu'ils apprenaient. Conclusion de l'analyse comportementale. Nexira fit une annonce avec un ton qui trahissait son appréhension nouvellement acquise. Les méthodes d'entraînement observées indiquent des scénarios nécessitant des compétences sophistiquées en résolution de problèmes et impliquant des risques considérables. Cela pourrait être un signe d'expansion territoriale imminente dans des régions disputées ou de la présence de forces environnementales nécessitant de telles capacités. Conséquences possibles de l'expansion dans de nouveaux territoires, demanda Vort. Nexira rétorqua que les techniques d'expansion agressive sont courantes chez les espèces qui enseignent à leurs jeunes des compétences tactiques avancées. Investir autant dans la formation implique que vous anticipez de gagner du territoire ou de contrôler des ressources en retour sur votre investissement. Une image commençait à émerger de ces données qui rendaient les Crocs de l'ombre de plus en plus mal à l'aise. Ils n'avaient jamais affronté d'espèces capables de menacer leur suprématie territoriale, c'est pourquoi ils étaient des prédateurs de pointe. L'idée que les humains puissent représenter une telle menace était déconcertante sur le plan professionnel et personnel. Pour contourner les prises qui ne pouvaient pas supporter un positionnement statique pendant de longues périodes, Marcus a commencé à montrer ce qu'il appelait des techniques de mouvement dynamique qui incluaient un élan contrôlé et un timing précis. Ces mouvements étaient habiles et précis, montrant un niveau de conscience corporelle et de coordination qui trahissait à la fois son talent inhérent et des années d'entraînement. Le secret, disait-il, du mouvement dynamique. Il s'engageait alors qu'il était suspendu à ce qui semblait être des supports inadéquats. L'inertie est l'ennemi du progrès. On ne peut pas atteindre la prochaine prise si on n'a pas d'élan. Zara était visiblement captivée en regardant sa présentation. Quand est-ce le bon moment pour s'engager? L'expérience a répondu Elena de son point de vue et la réalisation que les revers sont inévitables. C'est pourquoi nos mécanismes de sécurité sont en place. De cette manière, les revers ne sont plus considérés comme des conclusions finales, mais comme des opportunités de croissance. Clairement captivé, Léo avait écouté cette discussion.
Avez-vous jamais peur? À plusieurs reprises, Marcus a reconnu avoir terminé sa séquence dynamique et avoir atteint une position plus stable. L'instinct sert un but. Les conséquences sont réelles et cela vous maintient concentré. Le but n'est pas de se débarrasser de la peur, mais de continuer à avancer de manière productive, même lorsqu'elle est présente. Cette conversation a été très éclairante pour les crocs de l'ombre. Un certain degré de gestion des risques et de formation psychologique plus couramment associé au comportement des prédateurs qu'aux réactions des proies a été indiqué par les espèces de proies qui admettaient s'inquiéter tout en continuant à participer à des activités risquées. Les spécimens adultes montrent des signes de peur tout en participant à des activités risquées selon le profil psychologique mis à jour. Il a demandé même s'il avait une vague suspicion qu'il pourrait ne pas être satisfait de la réponse. Le schéma indiquait des compétences très développées en matière d'évaluation des risques, ainsi qu'un conditionnement psychologique pour les opérations risquées. Conformément à la mentalité des prédateurs de haut niveau, Nexira a concédé à contre-cœur. La préparation pour des tâches nécessitant des capacités de prédateurs de haut niveau est suggérée par le mélange de formation technique de reconnaissance du danger et d'engagement continu. Toute la vision du monde du groupe concernant leur place dans la nature a été bouleversée par cette révélation. En raison de leur pouvoir supérieur, ils occupaient la position de prédateurs suprêmes. Que ferait le sommet de la société si d'autres montraient des signes de capacité comparables? Elena semblait se préparer à une voie encore plus difficile maintenant qu'elle avait terminé son système d'ancrage. Celui-ci menait les grimpeurs sur une portion en surplomb précaire où ils devaient utiliser leurs bras pour s'équilibrer en raison de l'angle abrupt et du manque de support. Elle informa les jeunes que divers obstacles surgissent du terrain avec des surplombs. Puisque diverses formes de gravité agissent comme des obstacles, l'habileté est encore plus cruciale que la force seule. Elle commença son ascension avec des manœuvres physiques apparemment impossibles. Avec des ajustements habiles de sa répartition de poids, elle restait dans une posture qui semblait lamentablement inadéquate pour soutenir un être de sa stature. Avec une inquiétude croissante, les crocs de l'ombre observaient cette protestation. Leur coordination et leur puissance du haut du corps étaient de premier ordre, mais la démonstration de précision technique d'Elena laissait entrevoir des qualités qui pourraient surpasser les leurs dans certains contextes. Mise à jour de l'évaluation des capacités, Nexira fit une annonce d'une voix désormais clairement alarmante. La femelle montre sa prouesse technique sur un terrain difficile, ce qui pourrait être un pas au-delà de ce que nos propres adaptations peuvent gérer. Vorak insista pour une étude comparative. D'une manière que notre histoire évolutive n'avait pas prévu, son rapport technique-force semble être optimisé pour les terrains verticaux. Nexira répondit. Son approche méthodique de la navigation sur le terrain peut offrir des avantages dans certains environnements, même lorsque nos compétences physiques brutes sont supérieures. À mon avis, c'était la découverte la plus troublante jusqu'à ce point. Les crocs de l'ombre pensaient que leur force inhérente leur permettrait de dominer tous les écosystèmes. De manière troublante, l'idée que les gens pourraient avoir des avantages situationnels était une réelle possibilité. Il était clair que la stratégie de Marcus différait considérablement de celle d'Elena qui dépendait de mouvements efficaces et de compétences fines pour conquérir la voie en surplomb. En combinant force et endurance, il proposait des mécanismes d'adaptation alternatifs qui étaient tout aussi efficaces. Alors qu'il faisait signe aux jeunes athlètes de s'approcher, il expliqua que différentes morphologies nécessitent différentes stratégies, étant donné qu'elle est faite pour l'endurance. La méthode d'Elena tire le meilleur parti de ses capacités. Dans ma stratégie, nous contournons les contraintes techniques en puisant dans nos réserves de force. Il était clair que Zara était intéressée à apprendre les deux méthodes.
Quelle option est supérieure? Selon la réponse d'Elena ci-dessus, cela dépend de la situation. Bien que l'efficacité technique soit excellente pour les efforts à long terme, il y a des moments où vous avez simplement besoin de force brute pour accomplir le travail. Les meilleurs grimpeurs sont capables de passer d'une méthode à l'autre en fonction de la situation. Comme par hasard, Théo commença à griffonner des notes sur un petit gadget qui semblait enregistrer des données. Par conséquent, votre stratégie doit être adaptée à vos forces ainsi qu'au terrain. Tout à fait. C'est Marcus qui a donné sa parole. Lorsque vous essayez de résoudre un problème, il est important d'être réaliste quant aux ressources dont vous disposez et aux limitations auxquelles vous êtes confrontés. Dans la plupart des cas, vous ne réussirez pas à imposer des solutions qui ne correspondent pas à la situation réelle.